Message très rapide avant la vidéo pour vous dire que j'ai créé un podcast du nom de Le Podmax Comics et il y a déjà 2 épisodes de sortie. Vous pouvez me retrouver essentiellement sur Substack, le lien est dans la description, mais vous pouvez aussi me retrouver ailleurs comme sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc. Sur ce, je vous laisse et bonne vidéo. Hey, salut, c'est Max. Lorsque l'on parle de dualité dans l'univers des comics, difficile de ne pas avoir Batman et le Joker en tête. D'un côté, on a le Chevalier Noir, un justicier masqué, déterminé à protéger les innocents et à faire régner l'ordre et la sécurité. En face se trouve le Joker, un clown criminel totalement fou et imprévisible, obsédé par le chaos et surtout par la chauve-souris. J'entends très souvent que ces 2 personnages cultivent une relation très complexe, qu'ils sont comme le yin et le yang, qu'ils s'attirent et qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et c'est notamment suite à la lecture de 2 comics très particuliers que mon avis sur leur relation a partiellement changé. En effet, les comics Batman Europa et Batman et Joker Deadly Duo sont assez atypiques, puisque dans ces derniers, nos 2 rivaux se retrouvent dans une situation qui les oblige à faire équipe. S'il est vrai que le Joker voue son existence à sa lutte contre Batman, je trouve que l'inverse n'est pas totalement vrai, contrairement à ce que l'on entend habituellement. Je suis d'accord pour dire que le prince du crime réussit parfois à rendre le Chevalier Noir coupable de son passage vers le côté obscur, mais cela semble tout aussi vrai pour un tas d'autres vilains. C'est d'ailleurs l'une des particularités des méchants de comics, et surtout de ceux du Dark Knight. Ces derniers tentent inlassablement de rejeter la faute de tout un tas de choses sur Batman. On a donc tendance à tomber dans le piège de la confusion entre corrélation et causalité. Il y a effectivement une corrélation, certes, car plus Batman agit et est présent, plus il y a de super vilains en ville. Cependant, la causalité dans tout ça, c'est principalement Gotham. Bien avant l'arrivée du Chevalier, la ville était déjà infestée par la criminalité. Et je ne fais pas allusion qu'à la pègre ou à la petite criminalité qui, malheureusement, sont habituelles dans ce genre de grande ville. Je pense plutôt à de vrais gros vilains, tels que les monstres par exemple, car il y avait déjà Killer Croc ou Solomon Grundy. Puis côté organisation secrète meurtrière, il y avait bien entendu la cour des hiboux, qui règne dans l'ombre de Gotham depuis sa création. Mais aussi et surtout, cette dernière fut la première cible de Ra's al Ghul, qui a pour projet d'épurer la planète depuis des siècles. Et puisqu'il fallait bien commencer quelque part, il choisit la ville la plus infestée par le mal. D'ailleurs, l'arrivée de Bruce Wayne en Batman n'est pas fortuite. C'est bien la criminalité préexistante, qui sévit à Gotham depuis longtemps, qui l'a poussé à devenir le justicier costumé qu'il est actuellement. Après, je ne vais pas faire l'avocat du diable, car il faut avouer que sa présence a quand même attiré quelques dingues dans Gotham. Et là, je pense notamment à Bane, qui ne venait pas du tout de cette métropole, mais qui a décidé d'y séjourner et de tout détruire dans le simple but de défier celui que les criminels craignaient le plus. La question que l'on se pose alors, c'est que serait devenu le Joker si Batman n'avait pas existé ? Il est difficile de le dire puisque son origine même n'est toujours pas très claire, mais au vu des soucis psychologiques du personnage, ce dernier aurait ciblé un autre héros, comme Superman. Imaginez quel bonheur ce serait pour le prince du crime de réussir à rendre fou le plus grand super-héros de la planète. C'est d'ailleurs ce que nous raconte la très sympathique série Injustice. Mais pour en revenir à notre sujet de base et recoller un peu les morceaux, je pense au contraire que si le Joker a besoin d'un Batman pour avoir une raison d'exister, ce dernier au contraire s'en passerait bien. Tout comme la plupart d'entre nous, lecteurs de comics, Bruce Wayne en a ras-le-bol du Joker et de ses trop nombreuses interventions. Il y a tellement de récits centrés autour de ce dernier qu'il en devient presque impossible pour les scénaristes d'en faire quelque chose d'intéressant et d'innovant. C'est pourquoi certains ont tenté de sortir de la routine habituelle entre ces 2 rivaux, comme lors des comics qui nous intéressent aujourd'hui, avec la création d'un Buddy Comics avec Batman et le Joker devant faire équipe. S'il y a bien un artiste dont chaque lecteur de comics a déjà entendu le nom et les louanges, c'est bien celui de Jim Lee. Après un grand succès chez Marvel au début des années 90, il fera partie des 7 artistes à partir de chez les Big Two pour former Image Comics. C'est sous le label Wildstorm qu'il va lancer des séries telles que Wildcats. Étant principalement éditeur, il décide cependant au début des années 2000 de revendre Wildstorm à DC Comics et de les rejoindre. C'est suite à cela qu'il deviendra le dessinateur principal de Batman. Devenant l'artiste préféré des lecteurs du Chevalier Noir, il finira même par devenir le président de DC Comics en 2023. Mais c'est en 2005, retenez bien la date, qu'il annonce le projet Batman Europa.
comics en 4 chapitres qui résulte de son voyage en Italie, durant lequel il a rencontré différents illustrateurs européens. Son but était alors de mettre en avant des artistes n'ayant jamais travaillé sur le Chevalier Noir, et d'en profiter pour faire voyager le héros costumé aux 4 coins du continent, afin de dépayser un peu les lecteurs de l'univers de Gotham. Repoussé à 2011, puis à 2015, il arrive finalement en France en août 2018, dans un récit complet au format kiosque. Désolé pour les amateurs de couverture cartonnée. Alors que notre héros rentre dans sa Batcave, après un violent combat contre Killer Croc, ce dernier apprend que son Bat-ordinateur a été piraté et que le virus semble au final être bien plus présent dans son corps que dans son PC. Après avoir découvert la provenance du virus informatique, il se rend à Berlin et y fait la rencontre du Joker. Et c'est ainsi qu'ils découvrent qu'ils sont tous deux infectés par le même virus, et qu'il ne leur reste plus qu'une semaine avant de mourir s'ils ne trouvent pas rapidement le remède. C'est donc main dans la main qu'ils vont enquêter pour trouver l'antidote et le coupable de cette infection. Côté histoire, c'est très simpliste. Nos deux protagonistes suivent les quelques indices tarabiscotés pour se retrouver à chaque fois dans une nouvelle ville d'Europe afin d'affronter un ou plusieurs adversaires pour ensuite retomber sur un nouvel indice et ainsi de suite jusqu'à débusquer l'organisateur de cette mascarade. Et là, je vais devoir spoiler un peu pour expliquer l'intérêt de ce comics et le lien qu'il a avec le début de ma vidéo. Donc pour éviter de vous faire spoiler, avancez jusqu'au timer indiqué. Arrivé au dernier chapitre, on découvre que Bane est le responsable et que son but était premièrement de tuer Batman, mais aussi et surtout de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas vivre sans le Joker, et que seul le luchador était capable d'arrêter le clown, car la chauve-souris ne sauterait jamais le pas. C'est après un combat acharné et de quelques sous-entendus que Bruce comprend que son sang ferait figure d'antidote pour le Joker et que celui du clown serait le sien. C'est donc après quelques coups et crachats que ces deux Gothamites retournent chez eux sains et saufs. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que le lutteur s'embête autant pour les tuer, ni pourquoi est-ce qu'il voyage à l'autre bout de la planète pour le faire, mais bon, on va dire que c'est moi qui n'ai pas saisi la logique du personnage. Vous l'avez sans doute compris, la force de ce récit réside essentiellement dans son voyage visuel. D'une part avec ses lieux, avec par exemple la porte de Brandebourg, la tour Eiffel de Paris, ou bien encore le Colisée de Rome, mais aussi avec les différents styles graphiques des illustrateurs que sont Jim Lee, Giuseppe Camuncoli, Diego Latorre, ou bien encore le français Gérald Parel. Si l'on n'est pas trop dépaysé par le style de Jim Lee qui s'occupe de Gotham et de Berlin, c'est une autre histoire avec les autres artistes, et surtout avec Latorre et son univers très spécial, auquel je n'adhère pas du tout. Un mix entre du Libermejo et du Ben Temple-Smith, dans un style semblable à de la 3D anaglyphe, que l'on observerait sans lunettes. Pour conclure, c'est un récit que j'ai apprécié lire une première fois, mais qui m'a beaucoup moins charmé la seconde. Il n'est pas mauvais, mais s'il reste marqué dans les mémoires, c'est bien plus par ses illustrations et sa proposition de collaboration entre Batman et le Joker que par son récit trop pauvre et alambiqué. Mais en 2023, Urban Comics nous propose un nouveau récit retraçant une nouvelle fois une collaboration entre nos deux rivaux de Gotham. Du coup, intéressons-nous à celui-ci. Marc Silvestri commence sa carrière tout doucement au début des années 80, en illustrant quelques comics d'horreur chez DC Comics, comme House of Mystery ou Weird War Tales. C'est seulement à la fin de cette même décennie qu'il va se faire connaître en illustrant des Uncanny X-Men chez la concurrence. Mais vous commencez à connaître l'histoire, au début des années 90, pas mal d'artistes de chez Marvel et DC se plaignent du manque de droits concernant leur création, et 7 d'entre eux décident de fonder leur propre maison d'édition, du nom d'Image Comics. Marc Silvestri fait bien entendu partie de cette équipe, en rejoignant son ami Jim Lee. C'est chez Image, sous son label Topco, qu'il va connaître un petit succès avec sa série Cyberforce, qui est d'ailleurs éditée aujourd'hui en français chez Édition Réflexion, si ça vous intéresse. Bref, tout ça pour vous dire que Marc connaît très bien Jim Lee, et apparemment, je reviendrai sur cette remarque, les deux hommes auraient eu une conversation en 2014 concernant une idée de scénario qu'avait Marc pour le Chevalier Noir de chez DC. L'idée était bien entendu celle de Deadly Duo, soit le fait de faire travailler en équipe Batman et le Joker. Et même si Jim Lee n'était pas encore président, il avait déjà le bras long, et a directement soumis l'idée au directeur de publication de DC de cette époque. Ce dernier n'était rien d'autre que son ancien coéquipier de chez Wildstorm, Bob Arras. Du coup, pourquoi est-ce que je dis « apparemment » ? Eh bien, parce que je ne crois pas tout à fait à cette histoire. Ça pue la mascarade et l'embellissement à plein nez. Après avoir fait quelques recherches rapides sur le net, je n'ai trouvé aucun site, aucune critique, ni aucune interview qui cite Europa lorsque l'on parle de Deadly Duo. Comment est-ce que c'est possible que tout le monde a l'air d'avoir totalement oublié qu'Europa, sorti bien des années avant Deadly Duo, avait déjà eu la même idée ?
et en lisant la postface du bouquin, écrite par Marc Silvestri, je fus pleinement agacé par le fait que celui-ci soit certain d'être le premier et le seul à avoir eu l'idée de faire travailler main dans la main le prince du crime et le chevalier de Gotham. Il fait comme si son pote n'avait pas publié Europa 7 ans avant son Deadly Duo. Et si Jim Lee et Marc Silvestri étaient de mèche pour tenter de revendre un concept qui n'avait pas réalisé les chiffres de vente escomptés quelques années auparavant? Je suis loin d'être un complotiste, je n'aime pas avoir l'air d'un fou, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a anguille sous roche, alors laissez-moi vous donner mon avis sur cette histoire. Si je me base sur la sortie de Batman Europa numéro 1 sur 4, datée de janvier 2016, j'en déduis qu'il s'agit d'une sortie de novembre 2015, puisqu'aux USA, ils datent les comics 3 mois après la date officielle de publication, afin de garder l'intérêt des lecteurs et de ses libraires, une technique pour avoir l'air toujours d'actualité quelques mois après sa sortie. Bref, si je regarde les chiffres de vente de ce premier numéro, je remarque qu'il est tout de même classé 17ème meilleure vente de sa publication, avec 80 000 exemplaires vendus. Sauf que, le premier de la liste, soit encore du Batman, mais cette fois-ci avec Dark Knight 3, The Master Race, par Frank Miller, qui collecte plus de 440 000 ventes. La seconde place du classement étant détenue par le Star Wars Vaderdome de Marvel, avec 380 000 comics vendus. Et il faudra descendre jusqu'à la 13e place pour retrouver du DC Comics, les autres places étant toutes occupées par Marvel. C'est donc une nouvelle fois Batman numéro 46 de la série classique qui se place en 13e position avec 106 000 copies vendues. Une série régulière, vendue à 20 000 exemplaires de plus qu'un numéro 1 d'une série au concept révolutionnaire en 4 issues seulement, a dû effectivement être une belle déception pour DC Comics. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les numéros 2, 3 et 4 vont chuter jusqu'à la 40, 43e et 28e place du classement pour sa conclusion, et chacun d'entre eux peinant à atteindre les 50 000 ventes. Là où par exemple un numéro 1 de Batman en crossover avec les Tortues réalise plus de 134 000 issues vendues, à la même époque. Ce qui fait atteindre Batman Europa tome 1, le plus vendu des 4, au 137e rang des comics les plus vendus en 2015 avec son 80 000 exemplaires écoulés. Ce qui est très loin d'être une réussite pour DC Comics, surtout en comparaison avec le top 1 du podium qui dépasse le million de ventes. Et c'est donc pour cette raison que j'ai l'impression que Jim et Mark ont tenté un peu de noyer le poisson. Mais sinon, de quoi ça parle Batman et Joker Deadly Duo exactement? Harley Quinn et le commissaire Jim Gordon ont disparu. Et pendant ce temps, des ghouls à l'apparence du Joker sèment la pagaille à Gotham, en massacrant des innocents de manière assez violente, puisqu'ils leur arrachent des parties du corps, comme des mains, des jambes, des yeux, etc. Batman mène alors l'enquête et tombe très rapidement sur le Joker, qui lui explique qu'ils sont du même côté, étant tous les deux à la recherche d'une personne qui leur est chère. Sans beaucoup plus de raisons et d'explications, Batman tolère plus ou moins cette collaboration provisoire et continue alors son enquête qui les mène tout droit vers un certain Donald Sims. Bruce Wayne avait rencontré cet homme politique borgne bien des années plus tôt. Lors du jour de mariage de sa fille, Donald Sims a vu sa vie et celle de sa fille basculer lorsque le Joker et Harley ont fait irruption pendant la cérémonie afin de faire la fête à leur manière. Malheureusement, la famille Sims va être victime du duo de vilains. Le père va y laisser un œil et sa fille, sa vie. Et à partir de maintenant, attention spoiler, donc ceux qui veulent lire le comics, sautez au temps indiqué. Et alors que depuis le début, on nous fait passer Donald pour le coupable de la création des Ghouls Joker, on comprend au dernier acte qu'il s'agit finalement d'Amanda, sa fille revenue de parmi les morts. Le jour de sa résurrection, elle s'est aussi vue acquérir quelques pouvoirs par la même occasion. Elle semble alors immortelle, dispose d'une connexion avec les morts et est capable d'assimiler leurs connaissances, ainsi que la capacité à les faire revenir à la vie afin d'en faire ses hommes de main. On nous explique aussi que le Joker était plus ou moins de mèche, car cette dernière, en plus de lui avoir kidnappé sa Harley, l'avait menacé de dévoiler la véritable identité de Batman, et donc de le faire disparaître de Gotham, chose que le Joker ne peut accepter. Personnellement, la lecture ne m'a pas été désagréable la première fois non plus, mais ce n'était tout de même pas incroyable côté scénario, au point de ne pas être intrigué du tout par la révélation du coupable. Mais c'était beau et bourré d'action, donc c'est très bien passé. Par contre, aussitôt lu, aussitôt oublié. C'est pourquoi j'ai dû le relire une seconde fois. Et là encore, c'était bien moins fun, puisque je connaissais déjà le dénouement, et que j'avais donc le temps et les connaissances pour suivre les pistes parsemées par l'auteur, et je peux vous dire que ce n'était pas glorieux. On n'arrive pas à s'impliquer dans l'enquête, puisque le Joker et l'origin story d'Amanda, aka Gothrion, prenaient bien trop de place. Mais comme l'indique Marc Silvestri dans sa postface, ce comic servait normalement d'introduction d'un nouveau vilain, sauf que ça se sent, que tout tourne autour, et que tout le reste est assez raté. Difficile de faire du 2 en 1 avec un univers aussi riche.
L'auteur aurait dû soit se concentrer sur l'idée de faire collaborer Batman et le Joker, soit il aurait dû faire une origin story pour Amanda, mais je pense que lier les deux était une très mauvaise idée. C'est pour ces raisons que je pense que son idée de base était simplement de créer un nouveau vilain pour l'univers de DC Comics, mais que Jim Lee lui a gentiment glissé l'idée et de faire une collaboration entre Batman et le Joker. Bref. Sinon, parallèlement à cette histoire, il y a bien évidemment des interactions entre les membres de la Bat Family et le Joker, mais qui sont toutes des scènes très téléphonées qui m'ont totalement laissé de marbre. Le prince du crime fait une mauvaise blague rappelant ses actes odieux envers un membre de l'équipe, et boum, bagarre. Et cela va de même avec le Chevalier Noir. Vous l'avez compris, je ne suis pas le plus grand fan de ce comics, qui, je trouve, a voulu en faire de trop, et qui n'a pas réussi à trouver le parfait équilibre entre tous ces ingrédients. Les fans inconditionnels de Batman, du Joker ou bien du travail d'illustration de Marc Silvestri vont sans doute trouver leur bonheur à l'intérieur de ces 208 pages de ce comics disponible en français, comme pour Batman Europa, chez Urban Comics. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Terrien.